Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire consacré à l'EFT clinique et à son impact sur le terrain, et plus particulièrement au Sénégal. Je vous remercie pour votre présence et le temps que vous me consacrez à nous regarder. Alors, Lamine, est-ce que tu peux pour l'instant couper ton micro parce que je m'entends en retour? Ok. Donc tu le coupes juste et après je te dirai quand tu le remets. Alors, ouais, super. Je suis Jean-Michel Guret, je suis psychothérapeute et praticien et formateur à l'EFT. Pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas l'EFT, ça veut dire en anglais Emotional Freedom Technique ou qu'on traduit en français par technique de libération émotionnelle. C'est une approche thérapeutique psychocorporelle que j'enseigne depuis plus d'une quinzaine d'années. Cette méthode est utilisée dans le traitement des traumatismes simples et complexes, des troubles anxieux, du stress chronique et plus largement dans le champ du psychotraumatisme. Alors ce soir, nous allons parler d'un événement important. Nous allons en effet aborder l'intégration de l'EFT dans un cadre universitaire et hospitalier au sein d'une faculté de médecine africaine. Et en fait, vous allez voir, le retour est vraiment très intéressant. Personnellement, je ne m'attendais pas à avoir des retours de cette nature aussi vite. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir le professeur Papa Lamine Faye. Donc, en 2 mots pour le présenter, il est professeur de psychiatrie, il dirige l'IREP, hein, c'est l'Institut de recherche et d'enseignement en psychopathologie au sein de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, qui s'appelle l'UCAD en cours. C'est une des plus grandes universités d'Afrique de l'Ouest et c'est vraiment une référence historique et éducative dans la région. L'année dernière, le professeur Faye a créé un master de psychothérapie dans lequel il m'a invité à enseigner l'EFT, donc depuis, je crois que c'est en avril ou mai 2025. Alors, professeur, merci de nous consacrer du temps ce soir. Et pour commencer, j'aimerais te poser une question toute simple. Qu'est-ce qui t'a incité à créer ce master de psychothérapie? Et n'oublie pas de rallumer ton micro. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je suis très heureux de me retrouver avec toi aujourd'hui ce soir pour faire ce webinaire. Alors, tu m'as déjà présenté je vais répondre directement à la question. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer ce master de psychothérapie? Ben, comme tous les psychiatres, je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais dans une sorte d'impasse clinique. Et je pense que c'est ce que vivent aussi la plupart de mes collègues. Ça veut dire qu'on est en face de patients qui ont des pathologies parfois assez lourdes et souvent on est limité dans la prise en charge. On donne des médicaments, on fait une fois le diagnostic posé, on administre un traitement médicamenteux, mais on se rend compte qu'il y a des choses qui ne bougent pas comme on le souhaiterait. Ça veut dire que le patient comprend beaucoup de choses, il parvient à les raconter, il fait de très bonnes analyses, sauf que les symptômes, le fonctionnement ne change pas du tout, il ressent beaucoup de choses dans son corps, c'est ce qui m'a poussé justement à me dire qu'il fallait quand même qu'on complète la prise en charge en introduisant quelque chose qui est de l'ordre de la psychothérapie. C'est comme ça que ce master nous est venu à l'esprit. D'autant plus que nous, la plupart du temps, on a nos internes qui vont souvent dans d'autres pays européens, qui, une fois sur place, ils profitent de l'opportunité pour se former en psychothérapie. Et donc, on s'est dit que ce serait une très bonne chose de pouvoir mettre à leur disposition ce master pour avoir tous les outils nécessaires et faciliter la prise en charge et la rendre beaucoup plus optimale. De manière générale, la psychothérapie, elle n'est pas forcément très bien représentée dans la formation médicale. C'est pareil, à ton avis, au Sénégal qu'en France? C'est pas très bien représenté, effectivement, d'autant plus que la plupart du temps, on n'a pas beaucoup de personnes qualifiées. Au début, ce que l'on faisait, c'est que chaque fois qu'on avait des patients pour qui on se rendait compte que quand même, il y avait des événements de vie qui étaient assez complexes, qu'on n'avait pas forcément pris en charge, mais on le remarquait dans l'histoire de leur maladie, on les référait à des psychologues, mais ils étaient très peu nombreux. Et on s'est dit qu'il fallait nous aussi qu'on essaie de tout faire pour avoir tous les outils nécessaires. Et souvent, c'est très bien accueilli par les patients. Et donc, je me rends compte que quand, en tant que psychiatre, je ne me suis pas formé à la psychothérapie, ben, ma prise en charge est assez limitée puisqu'il y a plein de choses que je peux encore une fois remarquer, mais que je ne peux pas forcément prendre en charge
D'autant plus que la plupart des médicaments en psychiatrie sont des traitements, en fait, ce sont des traitements suspensifs. Ça veut dire qu'ils vont suspendre le symptôme, mais ça ne va pas plus loin que ça. Le patient a l'air d'aller mieux, sauf qu'il y a des choses qui n'ont pas été explorées et il continue à s'activer autour de ça. Quand il en parle, on a l'impression que peut-être tout va bien, mais c'est après moi que je me suis rendu compte, en changeant un peu de posture, en étant plus dans la clinique du trauma, qu'en réalité, c'était des formes de dissociation qui étaient là. Mais chaque fois qu'on creusait davantage, on abordait des choses qui étaient quand même assez traumatiques, qui remontaient. Et puis le patient se mettait à pleurer, et puis on le calmait. On ne savait pas comment le calmer. Et justement, en rencontrant l'EFT, quand j'ai fait la formation, je me suis rendu compte très rapidement qu'on pouvait, quand quelqu'un était activé, pouvoir le calmer. Ça renforçait l'alliance thérapeutique, ça renforçait la confiance du patient vis-à-vis du soignant. Et je me suis dit que ça, c'était un outil quand même qu'il fallait partager pour permettre aux collègues de pouvoir en profiter le maximum possible. Alors, avant de rentrer dans l'EFT, quels sont les grands enjeux de santé mentale au Sénégal? Ben, c'est des enjeux extrêmement importants. Des fois, on a l'impression d'être très sincèrement face à une montagne insurmontable, puisqu'il y a énormément de problématiques qui tournent autour de la violence, autour du trauma. C'est les violences conjugales, c'est les violences sur le plan professionnel, c'est des addictions, c'est des troubles anxieux, c'est des traumas précoces. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et souvent, les patients, ils investissent le cadre thérapeutique, ils ont tellement confiance, mais en tant que soignant, au fond de soi, on peut se sentir impuissant. Sauf que le patient, lui, ne le sait pas. Il investit très fortement le cadre, il a espoir que les choses vont s'arranger. Mais on sait qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. On leur offrait une écoute de qualité et les choses semblaient s'organiser. Mais une fois qu'on s'est formé à la psychothérapie, qu'on a eu quelques outils, on pouvait se rendre compte assez facilement que là, ça bougeait vraiment de façon très significative. Alors, l'EFT reste encore assez méconnu. Comment toi, tu as fait tu entendu parler de cette méthode? Alors, moi, je me suis bon, donc, très tôt intéressé à la psychothérapie et il faut dire que dans mon parcours de formation, enfin dans mon parcours, disons que quand je suis devenu psychiatre, la première psychothérapie à laquelle j'ai été formé, c'est la thérapie familiale et systémique, qui est au Sénégal depuis plusieurs années, qui forme des psychiatres, des psychologues et d'autres personnes ici d'autres sphères professionnelles. Après, un courant psychothérapeutique ne règle pas tous les problèmes. Je me suis rendu compte que les gens pouvaient parfois aborder certains sujets et être dans des états de dérégulation, mais vraiment très nets. Et c'est comme ça que je me suis formé à d'autres approches sur le plan psychocorporel, comme la thérapie limbique, le brain spotting. Après, je suis venu, j'ai essayé de les mettre en place. Et un collègue, un ami, m'a parlé de l'EFT. La première chose qu'il m'a dit par rapport à l'EFT, c'était la facilité d'utilisation. Et ça m'a quand même un peu intrigué et c'est pourquoi je suis rentré dans cette formation. Au début, c'était juste pour découvrir, mais quand j'ai pu par moi-même me rendre compte, juste après la première formation, que ça pouvait apaiser assez vite, permettre aux patients d'être calmes parce que quand même on en avait besoin, j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin dans cette formation et je me suis rendu compte de tous les bienfaits. Est-ce que tu avais des réserves au départ? Oui, au départ, j'avais des réserves parce que je me disais que mais comment on peut utiliser ses doigts, se toucher quelques parties du corps et puis les choses semblaient s'apaiser, quoi. Je me disais que mais est-ce que c'était pas un effet placebo? Je me posais énormément de questions. En même temps, je continuais à utiliser les autres outils. Ben, jusqu'au moment où j'ai rencontré quelqu'un qui avait quand même un vrai, vrai trauma. J'ai commencé à discuter avec elle. C'était une fille qui avait perdu son père, hein, et puis 45 jours après, toute la famille était endeuillée. On parlait de ce père qui était parti, qui était décédé, alors que cette même fille avait suivi tout le processus par rapport à la prise en charge. Elle accompagnait son père, elle allait à l'hôpital. C'était une leucémie que son père avait. Les médecins euh, voilà, le référer à tel ou tel autre médecin, c'était très compliqué. Et après tout ça, le père décède. Elle est au courant, elle a vu les choses se passer, mais elle ne pouvait pas s'en rendre compte. Elle allait au boulot, elle fonctionnait assez normalement, mais chaque fois qu'il était question du père, c'était pour elle inconcevable. Elle se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon père n'est pas parti en voyage? Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, je l'ai juste reçu. Et puis, on a commencé à discuter. Et puis, on se tapotait en même temps, tout doucement. Et progressivement,
Sans qu'elle s'en rende compte, elle a pu tout raconter. Elle a raconté toute l'histoire jusqu'au décès. Elle était complètement surprise. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de... Il y a pas... il y a pas... Ça s'est passé le plus naturellement possible. Et là, elle a raconté l'histoire, elle en était surprise dans les moindres détails, les jours, les heures, le moment où son frère qui l'avait remplacé au chevet de son père l'a appelé pour lui dire tout simplement que voilà, papa est parti, elle s'en souvenait. Et puis c'était une seule séance, ça s'est très bien passé. J'ai été complètement surpris et je n'ai fait rien d'autre que juste tapoter, essayer de parler de ce qui s'est passé. Et tu penses que si tu avais juste parlé avec elle sans faire le tapping, qui est typique de l'EFT, tu n'aurais pas eu le même résultat? Pas du tout, parce que par expérience, j'ai eu des patients qui avaient des amnésies complètes, des amnésies sélectives par rapport à des choses qu'ils ont vécues et qui étaient assez traumatiques. Mais on a parlé, mais rien ne s'est passé. Et c'est comme ça que j'ai commencé quand même à me documenter sur l'EFT, à essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral, quels sont les mécanismes. Et c'est là où j'ai vu que effectivement, une fois que ça apaise, ça élargit la fenêtre de tolérance. Et puis, les choses se passaient mieux. Finalement, on pouvait raconter des choses à partir d'un présent sécurisé, on peut revisiter le passé sans problème. Donc qu'est-ce qui t'a incité à intégrer officiellement l'EFT dans le programme du master? Parce que c'est vraiment une étape encore, plus, comment dire? Institutionnelle. Hmm. Ben, vu les résultats que ça donnait, et étant donné que j'ai fait une toute petite comparaison sans forcément faire de grandes études, la chose qui m'a le plus frappé, c'est la facilité d'utilisation. C'était une technique bien structurée qui était assez... Le protocole était très clair, très simple, très reproductible. Et il était facile une fois qu'on l'enseigne, parce que ça aussi c'est ma responsabilité d'universitaire et d'enseignant. Il fallait quand même quand on forme quelqu'un pouvoir vraiment le superviser. La supervision était simple parce que le protocole était extrêmement clair. Ben, en fait, quand je le compare à d'autres techniques, ce qui fait que j'ai eu vraiment voilà, le courage de le faire rentrer dans ce master et puis de le faire enseigner. Et c'est comme ça que je vous ai contacté pour que je t'ai contacté pour que tu viennes au Sénégal pour pouvoir l'enseigner, pour déjà que je puisse te voir, parce qu'il faut dire que moi, ma formation, je l'ai fait en ligne, ce qui a aussi posé un autre problème, parce qu'au début, je me disais, mais comment est-ce que c'est possible de se former en ligne? Et ça a pu se faire, et on a organisé des choses toujours en ligne, dans des groupes restreints, on a pu faire des démonstrations. Donc, les choses se sont passées très naturellement. En fait, ouais, on a fait 4 jours de formation en ligne. Mm. On était un tout petit groupe et c'est quoi? C'est quelques mois après qu'on s'est retrouvés, dans le cadre du master. Donc ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est on était à 2 avec Agnès Bévière et donc il y a eu formation et surtout beaucoup, beaucoup d'exercices et que les stagiaires avaient aussi eu un accès à la plateforme avant. Donc ils avaient déjà un enseignement théorique Mhm. et on est resté que finalement que 4 jours, ce qui est relativement rapide. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce qu'ils ont réagi? Parce que j'ai eu un feedback, à chaud, on va dire, mais sur la suite, comment est-ce qu'ils ont réagi après cette découverte? Justement, étant donné qu'on avait mis à leur disposition beaucoup de contenu théorique, donc vous, quand vous arriviez au Sénégal, il se trouvait qu'ils étaient déjà prêts. Donc, ils avaient appris à partir de la plateforme ce que vous appelez le FOAD, je pense, formation, Formation ouverte à distance, ouais. voilà, formation ouverte à distance. Et donc, moi, je voulais que le master soit quelque chose de très pratique. Et j'en profite vraiment pour remercier Béatrice Millet, qui a été une des pionnières dans la mise en place de ce master. On voulait que ce soit extrêmement pratique. Et justement, quand j'ai vu l'EFT, la manière dont tu l'enseignais, la manière dont tu formais, je me suis dit que ça, c'est pratique. Parce que une fois que Jean-Michel Selara avec Agnès, on va pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus concret. Et donc, ils l'ont testé sur eux-mêmes. Ils étaient quand même assez surpris. Tu as fait des démonstrations avec des étudiants par rapport à des problématiques auxquelles ils ont pu être confrontés dans leur vie. Et là, la prochaine étape, c'était maintenant de l'utiliser auprès de patients. Donc, je pense qu'il y avait eu un peu d'hésitation quand même parce que c'est inhabituel. C'était quelque chose qu'ils découvrent, ça pouvait paraître étrange, étant donné qu'eux, ils l'ont vécu comme une sorte d'étrangeté. Le faire aux patients, et je leur ai dit, mais il fallait franchir le pas et puis vous verrez ce que ça va donner. Et puis, ils ont commencé à le faire et bon, ils ont été quand même assez enthousiastes, justement parce que le feedback du patient a été positif. Alors justement, quel retour tu as pu, avoir?
Ben, de très, très, très bons retours. Vous savez, quand le master a été mis en place, il y en a qui disaient qu'il fallait que ce soit uniquement réservé aux psychiatres et aux médecins, tout simplement. J'ai dit, mais étant donné que c'est des techniques de régulation, ça permet d'apaiser. Moi, je pense bien que des intervenants de première ligne pouvaient s'approprier cet outil et pouvoir aider des patients à pouvoir verbaliser, à pouvoir raconter peut-être leur histoire sans trop être débordé par les émotions. Et donc, on a une infirmière qui avait séjourné dans un pays, je pense, je ne sais plus si c'est en Ouganda, mais c'était un pays de guerre où elle a séjourné pendant 7 ans. Donc, elle voyait des choses qui étaient quand même, je pense, assez terribles. Et elle est revenue, elle a cherché à se former davantage. Et ça tombe juste avec le moment où le master a été ouvert. Je lui ai dit, mais écoute, cette formation dont tu parles n'existe plus. Il faut intégrer le master, ça te donnera pas mal d'outils et ça va t'aider vraiment dans l'accompagnement de tes patients. Donc, elle intègre le master et là, en supervision, parce qu'il faut dire que je les supervise une fois par semaine, en supervision, elle présente le cas d'une fille de 20 ans, 20 ans ou 22 ans qui a fait un accident de la voie publique. Il y avait beaucoup de morts. Elle a vu des choses qui étaient assez horribles. C'était à l'intérieur du pays. Et puis, la patiente a été vue par un psychiatre qui l'a mis sous médicament, mais elle continuait à s'activer, à avoir des réactions corporelles très fortes, des cauchemars de reviviscence. C'était très compliqué et il n'était pas du tout question de reprendre la voiture pour partir en voyage, alors que c'était vraiment un impératif. Donc, elle l'a présenté et je pense qu'elle l'a vu à 3 ou 4 reprises, donc 4 séances où il y a fait faire des séances de d'EFT. D'abord, installer beaucoup de sécurité pour ne pas la confronter directement au matériel traumatique. Et puis, au fur et à mesure, les choses s'apaisaient petit à petit. Et puis, elle nous le dit, hein, contre toute attente, il n'y avait plus de reviviscence. Elle a retrouvé le sommeil, elle était devenue beaucoup plus calme et elle a eu le courage de reprendre le car et de repartir. Donc, je me félicite vraiment et j'en suis extrêmement fier et je peux l'exprimer et je félicite vraiment tous les étudiants pour avoir eu le courage de l'utiliser et de voir que ça pouvait quand même donner des résultats. On a eu aussi d'autres étudiants qui ont fait d'autres expériences. Je pense à celui en particulier, c'est un psychiatre qui a utilisé l'outil, qui a accompagné une femme qui a subi un viol parce que tôt le matin, il quittait sa maison, il voulait rejoindre son lieu de travail. Donc, elle a été agressée et violée. Donc, elle l'a accompagnée pendant un certain nombre de séances. Et rien que, on est jeudi aujourd'hui, hier, on faisait notre supervision. Il a pu vraiment rapporter que tout est rentré dans l'ordre. Je vous passe tous les détails, hein. Il y a eu des réactions anxieuses qui ont émergé par moment. Et ce que je leur ai dit hier, c'est que quand vous traitez quelqu'un et que tout s'apaise et qu'après, vous avez l'impression que les choses semblent être revenues ou semblent s'être exacerbées, c'est peut-être qu'effectivement, il y a des aspects que vous n'avez pas traités. Et c'est ça le côté très pratique de l'outil, c'est que vous traitez des images, vous traitez des cibles assez précises. Et donc, il l'a fait. Et finalement, il n'y a plus d'angoisse. Elle repart à son boulot. Elle a repris son travail normalement et s'alimente correctement. Donc ça, c'est 2 exemples quoi, parmi tant d'autres pour dire que vraiment, l'outil est utilisé par les étudiants et ils voient les résultats concrets que effectivement ça peut générer. Les étudiants du master, c'est déjà des professionnels du soin confirmés pour la plupart. Oui, pour la plupart, c'est des professionnels du soin confirmés. C'est des psychiatres qui sont en formation, c'est des psychiatres qui ont terminé leur formation, c'est des psychiatres qui se sont formés à l'addictologie, c'est aussi des médecins généralistes, ophtalmologistes, médecins militaires. Et aussi, on a des personnes qui nous viennent des disciplines connexes, c'est-à-dire c'est des gens qui ont... nous sommes dans le cadre du système LMD, des gens qui nous viennent des licences en sociologie, en anthropologie, et donc qui veulent bien essayer ces outils de prise en charge. Et en ce qui concerne les soignants, ils n'avaient pas forcément des outils de traitement des traumas avant, en dehors de l'EFT, qu'ils ont appris. Non, absolument pas, pas de façon... Non, 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 ils n'avaient pas d'outils de traitement de FT. Moi, il faut dire que quand j'ai justement commencé à m'intéresser à ces approches psychocorporelles, c'est là où j'ai plus... ça a affiné ma compréhension, ma pratique de la clinique du trauma. Et donc, ce que je leur dis, c'est qu'en fait, cette formation ne vous donne pas juste un outil,
elle vient changer carrément la posture que vous avez en tant que soignant. Voilà. Donc, effectivement, c'est des professionnels qui sont dans la relation d'aide et d'accompagnement et qui avaient l'habitude de prendre en charge, qui avaient l'habitude justement d'accompagner ce genre de patients qui avaient tout ce matériel traumatique, mais qu'on essaie de traiter de façon médicamenteuse, étant donné le premier outil auquel on s'est formé, qui est la thérapie familiale et systémique. Voilà, ça permettait d'être un peu dans la circularité, de discuter la fonction du symptôme, le sens. Mais là, très clairement, ce que ça apporte de plus, je parle de ces approches psychocorporelles, notamment l'EFT, qui est intégré dans le cadre de ce master, c'est que véritablement, on a des activations sur le plan émotionnel et on a une régulation physiologique. Et la régulation physiologique se fait juste à partir de certains tapotements de points précis. Je garde un œil sur le chat en même temps. Est-ce qu'il y a une personne qui demande, Isabelle, est-ce qu'il y a parfois des réticences de la part des personnes suivies au Sénégal quand vous leur montrez l'EFT? Mais justement, je n'en ai jamais. Ah si, il est arrivé quand même une fois. Moi, je n'ai jamais vécu ce genre d'expérience. Et c'est arrivé une seule fois. euh, c'était un médecin qui avait besoin de soins. Un médecin qui était en 7e année de médecine, qui était sur le point de terminer ses études. Et la psychiatre qui l'accompagnait, qui fait sa formation en psychiatrie, en fait, je peux l'appeler comme ça, hein, a commis la maladresse de lui expliquer en détail tout ce qui se passe par rapport à cet outil, que c'est de l'acupuncture associée, donc expliquer plein de choses. Alors que ce qui est ironique, c'est qu'au premier entretien, il y a eu un débordement émotionnel, elle lui a juste demandé de tapoter, elle s'est nettement apaisée, et c'est après qu'il lui a expliqué l'outil. Donc la patiente est retournée chez elle, elle a commencé à se documenter, elle a lu, et à la seconde séance, quand elle est revenue, elle a voulu essayer, elle dit non, je préfère qu'on n'utilise pas ça, ça c'est pas scientifique, c'est pas de la médecine. Voilà, donc le conseil que j'ai donné, c'est que donc, ne rentrez pas dans trop d'explications, à moins qu'on vous le demande. Si le patient arrive et qu'il a confiance en vous, ce qu'il va falloir faire, c'est juste, s'il y a quelque chose qui se passe, qui sort de sa fenêtre de tolérance, qu'il ne parvient pas à parler parce qu'il se sent débordé, demandez-lui juste de faire cet apportement et puis lui-même pourra s'en rendre compte. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà une relation de confiance qui est établie. Donc, aller chercher à expliquer, ça n'a pas forcément d'importance quand ce n'est pas demandé. Est-ce que l'EFT est utilisé principalement à Dakar ou s'il y a une diffusion dans d'autres villes plus petites? C'est en train de se diffuser parce que les gens qui sont inscrits au master de psychothérapie, ils viennent aussi des régions. Je pense par exemple à quelqu'un en particulier, c'est un médecin gastro-entérologue qui sert dans une région du pays, qui a décidé de s'inscrire au master. Et justement, ce qui était bien, c'est que quand on venait de démarrer la première année, tout à fait à la prise de contact, j'ai demandé à chacun de se présenter pour dire les raisons pour lesquelles il avait intégré le master. Et lui me dit que en fait, il s'est rendu compte dans la file active de patients qu'il suit que 30% de ces patients avaient des troubles fonctionnels. Et quand il explore un peu leur histoire, il découvre qu'il y a eu pas mal de traumatismes, des choses qu'ils ont vécues et qui étaient quand même assez douloureux, très violents même, mais que rien n'était fait par rapport à ça. Et donc, il a décidé de s'inscrire à ce master de psychothérapie pour avoir une prise en charge beaucoup plus globale, aussi bien sur le plan somatique que sur le plan psychologique. Ok, donc j'aimerais qu'on en vienne à ta pratique à toi, parce que je sais que tu consultes quasiment tous les jours. Et sur quel type de problématique est-ce que tu travailles avec l'EFT? Je travaille presque sur toutes les problématiques, excepté l'addiction. Excepté l'addiction. Pourquoi? Parce que quand je vois que... Parce que l'addiction, il y a une dimension quand même très médicamenteuse, où il va falloir faire peut-être des traitements de substitution à la méthadone, surtout pour ceux qui ont une addiction à des opiacés comme, voilà, comme la cocaïne, l'héroïne. Ça peut être très compliqué, je le réfère à des collègues addictologues. Ce qui est bien, c'est que dans le master de psychothérapie, maintenant, on a des addictologues qui se forment et qui ont besoin d'outils. Et donc, les patients que je reçois, c'est souvent des traumas complexes. On a beaucoup plus de traumas complexes. Parce que moi, au début, il faut dire que j'étais très enthousiaste, puisqu'avec des traumas simples, ça se résorbait assez rapidement. Surtout quand la personne, quand même, a eu un parcours de vie assez sécure, une enfance qui a aussi été sécure, donc ça ne posait pas de problème. Et je voyais que les patients sur lesquels je butais et qui
provoqué ce que j'appelais tout à fait au début de ce webinaire des impasses cliniques. C'est que je ne savais pas où est-ce que je pouvais aller avec eux, qu'est-ce que je pouvais faire de plus. Je me suis rendu compte qu'ils avaient des traumas précoces. Et aujourd'hui, c'est des problématiques sur lesquelles je suis sans prétention aucune, je suis vraiment à l'aise. Je les aide à gérer des traumatismes qu'ils ont vécus durant l'enfance et ça se passe très bien. Un exemple assez simple, un médecin est venu une fois me dire, j'ai soutenu ma thèse depuis 7 ans, mais je n'ose pas me spécialiser parce que j'ai une phobie de la prise de parole en public à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je suis resté simple médecin généraliste alors que je sais que j'ai le niveau, euh, je peux le faire, je suis en général très à l'aise dans les études. Et donc, il est venu me voir, on a fait une séance, et puis je lui ai dit, mais quelle est la dernière prise de parole que tu as tenté de faire, mais que tu n'as pas réussi à faire? Donc, elle me l'a rapporté, je lui ai dit, ferme les yeux, connecte-toi à l'émotion, et puis on a fait un pont d'Afrique, elle est retournée dans l'enfance. Et là, on a vu qu'à l'âge de 4 ans, elle était terrorisée parce que sa mère lui donnait des injonctions pour ne pas trop s'exposer à l'école parce qu'elle était quand même extrêmement brillante. Et du coup, parce qu'on lui disait qu'il faut craindre le mauvais œil, il faut craindre la mauvaise langue, c'est très dangereux, si tu t'exposes trop, quelque chose de fâcheux risque de t'arriver. Et c'est comme ça, progressivement, qu'elle s'est conditionnée à ne jamais parler en classe. C'est la première fois qu'elle le découvre au cours de ces séances. Elle n'avait jamais fait le lien, elle n'avait jamais compris que ça existait autant. Donc, on a fait du ressourcement, on a fait du reparentage, et puis elle retourne justement dans une région du pays où elle travaille. Et puis, la semaine qui a suivi, elle m'écrit un message, mais rempli de gratitude et de reconnaissance, pour me dire que pour la première fois, elle est parvenue à prendre la parole en public. Avec beaucoup d'appréhension, certes, mais elle a réussi à le faire alors qu'elle était complètement paralysée juste à l'idée de le faire. Et cette fois-ci, elle a réussi à le faire et juste avec une seule séance. J'ai trouvé que vraiment, c'était quand même un résultat assez significatif. Et il fallait continuer dans ce sens et c'est ce que j'ai fait. Je vois dans le chat qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ou très peu l'EFT. Ce que je vous encourage à faire, c'est à regarder le webinaire qu'on a animé avec Agnès Bévière le 9 février, parce qu'on rentre vraiment dans le détail. Il y a des démonstrations. On parle également de l'explication de l'EFT au travers du prisme de la théorie polyvagale. Il y a une question à ce sujet dans le chat. Donc, regardez ça, on ne va pas le refaire, reparler de la même chose ce coup-ci. Mais dans la mesure du possible, si je n'ai pas répondu à des questions la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, on le fera ce soir. Il y a une question d'une praticienne en EFT qui aimerait savoir comment toi, en tant que psychiatre, tu évalues scientifiquement les résultats et comment tu les intègres dans un parcours thérapeutique global. Est-ce qu'elle parle des effets thérapeutiques? J'ai Oui, pas. Oui, en fait, déjà, ce qui se passe, c'est qu'il y a un beau résultat. Après, étant donné que c'est des patients que je suis depuis quand même assez longtemps, j'ai pu me rendre compte du changement significatif du changement qui s'est produit dans leur manière d'être, dans leur manière de fonctionner. Et je les vois à intervalles réguliers, tous les 3 mois, tous les 6 mois, l'année qui a suivi, et ça me permettra d'évaluer. Donc, pour le moment, j'en suis au début. Ce que je vois, j'ai des retours très, très positifs. C'est des patients que je revois qui me disent que véritablement, il y a quelque chose qui a changé. Et nous, il nous reste actuellement à vraiment documenter tous ces résultats-là. Ça veut dire qu'effectivement, on suit des patients, on les voit un à un. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et ce qu'on compte faire, c'est véritablement de les documenter pour en faire des résultats de recherche, des études randomisées, des études contrôlées. Et là, justement, dans le cadre du master, par rapport à nos étudiants, ils ont une UE qui enseigne la méthodologie de la recherche. Et à la fin de ces 2 ans de formation, ils vont chacun présenter un mémoire de fin de formation. Et donc, c'est tout ça qu'on va compiler et puis éventuellement voilà, en faire des travaux de recherche. ce que je trouve assez exceptionnel, moi, c'est que ce qu'on n'arrive pas à faire en France,
c'est-à-dire avoir des données, scientifiques, des études, des recherches, poussées sur un grand nombre de patients, et ben, on va pouvoir le faire au Sénégal. Donc Oui, ça me c'est ça. réjouit. Mhm. On compte lancer de très grandes recherches par rapport à ça. Et puis, je pense que ce sont des perspectives très belles qui vont s'offrir. Alors, est-ce que tu pourrais, nous sans rentrer dans le détail, hein, pour pas et bien évidemment, mais, nous parler de séances type qui à la fois expliquent comment est-ce que tu as intégré l'EFT dans ta pratique, comment ça se déroule? Je vois qu'il y a des questions, par exemple, qui disent: «Est-ce que vous stimulez sur le patient ou est-ce que vous lui montrez?» ou et cetera. On y a déjà répondu, mais j'aimerais bien avoir un feedback de toi, de ta pratique sur 2 ou 3 cas vraiment précis. Très bien. Je vais donner un exemple de trauma simple et un exemple de trauma complexe. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus édifiant. Il y a quelques semaines, justement lors de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai reçu un jeune de 18 ans qui fait la terminale. Sa tante m'a appelé pour me dire que vraiment on a un souci avec lui. Il a assisté à la mort en direct presque en direct de son ami intime. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le jour où le Sénégal a remporté la demi-finale, son ami avait sa moto, il circulait autour du rond-point, il prenait les autres un à un, venez, on va faire un tour. Et puis lui n'a pas voulu. Et puis un autre ami est venu lui dire, oui, mais toi, tu es un poltron. Et il est parti, il n'a pas vu le feu rouge, il y avait une voiture qui s'était arrêtée au feu rouge. Il a percuté la voiture et quand il est tombé, lui a accouru, le patient que moi j'ai reçu, il l'a pris dans ses bras, il a essayé de le réanimer pour ne pas qu'il s'enfonce peut-être dans ce qui pouvait ressembler à un coma. Et puis il l'a quitté quelques minutes pour aller appeler un de leurs enseignants parce que l'école n'était pas très loin. Et puis finalement, quand il est revenu, l'ami était décédé. Et donc, il y avait des cris, il y avait énormément de monde. Et les jours qui ont suivi, toujours le visage lui revenait, le visage, la foule, c'était très traumatique. Et ça coïncidait avec la période des compositions en terminale. Il avait vraiment du mal à se concentrer. C'était des troubles de la mémoire, c'était des difficultés à s'endormir le soir du fait justement de tout ce qui se passe autour de ces réactions traumatiques. Et donc, quand il est venu me voir, rien qu'à la première question, euh, comment je peux vous aider, il a commencé à craquer, à pleurer. Donc, je me suis juste contenté de lui dire, fais comme moi, essaie de te tapoter. Et là, on n'a pas à toucher le patient, hein, on fait juste que, il fait que nous suivre, il se met à se tapoter. On arrête de parler, on se tapote, tout simplement. Et puis on respire très calmement, on le fait. Voilà. Au bout d'un moment, je vois qu'il est calme. Je lui dis, comment tu te sens? Il me dit, oui, un peu mieux. Très bien. Je lui dis, ben, on n'a pas besoin d'en parler pour le moment. On peut continuer à se tapoter. Il faut respirer tout simplement. Et je commence à parler d'autres choses. Et c'est lui, progressivement, qui est venu, qui a commencé à rentrer dedans, qui a commencé à expliquer. Il a expliqué tout ce qui s'est passé dans le détail, alors qu'il n'en a jamais pratiquement parlé chez lui. Il ne pouvait pas encore moins en parler devant moi. Donc, il avait ses réactions quand même très traumatiques. Et puis, à la fin de l'entretien, qui a duré 45 minutes, il a pu tout verbaliser. Et à la fin, il était étonné. Il dit, mais c'est pas possible, je n'y arrivais pas, j'ai pu tout raconter dans le détail. Effectivement, il a tout raconté dans le détail. Et il est revenu 2 semaines après. Il me dit que je me sens tellement bien. J'ai même conseillé à des amis de venir vous voir. Mais ils m'ont dit que non, les psychiatres, voilà, c'est des gens qui vont vous prescrire des médicaments qui vous rendent complètement gaga, donc c'est pas la peine. Et puis il me dit, mais je me suis même surpris en classe en train de me tapoter. Je comprenais pas pourquoi. Je lui ai dit, mais c'est très bien. L'avantage de cet outil, c'est que ça t'autonomise. Je pourrais te le donner chaque fois que tu as des choses que tu dois faire et que tu sens monter un peu le stress. Ben, tu le fais, tu tapotes certains points précis en te focalisant juste sur ce qui se passe en toi. Et là, il me dit qu'il a envie de faire médecine. Ah ouais, Ouais, carrément. Mais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a une dimension avec, l'EFT qui est la gestion émotionnelle entre les séances et donc ouais, le patient, il apprend dans la séance avec toi,
à pratiquer le tapping, il connaît les points et donc il peut le reproduire chez lui et ça, c'est vraiment aussi, très intéressant. Voilà, c'est ça l'autonomisme, mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Pour le deuxième cas, justement, par rapport à ce trauma complexe, c'est une dame qui est un grand cadre une grande cadre dans un pays de la sous-région, avec qui j'ai été mis en rapport et qui me dit que oui, je suis dans une relation de couple très compliquée. Donc, je l'ai accompagnée pour qu'elle s'en sorte. À un moment donné, elle a réussi à sortir complètement. Elle me dit que mais j'ai remarqué quand même des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Je sais que si ma relation de couple a été configurée de cette manière, c'est qu'il y a des choses qui, moi, relèvent de ma responsabilité. Je suis quelqu'un qui a du mal à dire non. Je suis quelqu'un qui, souvent, essaie toujours tout le temps d'apaiser certaines ambiances. Je me rends compte que même dans le cadre de mon management, c'est des choses qui sont très compliquées. Je me dis que je suis quelqu'un qui se recherche toujours le consensus, mais pour être honnête et vrai avec moi-même, je sens que c'est des peurs qui justifient tout ce que je suis en train de faire au quotidien, par rapport à mon management, par rapport à ma vie personnelle. Et donc, je lui ai posé quelques questions, et puis on a dit, mais cette partie de vous là qui se soumet, pourquoi elle se soumet, qu'est-ce qu'elle essaie de préserver, qu'est-ce qui risque de se passer. C'est comme ça, progressivement, sans rentrer trop dans les détails. Voilà, elle a pu vraiment se reconnecter à des images traumatiques de l'enfance où c'était un abus sexuel par un oncle, c'était une maman qui n'était pas du tout à l'écoute, qui vous rabrouait, qui ne vous croyait presque jamais, des choses très compliquées, sans compter du harcèlement à l'école. Et donc, très rapidement, on a installé énormément de ressources pour être plus dans de la sécurité, vraiment sécuriser, stabiliser, sécuriser, stabiliser. Et puis, on est parti vers justement ces parties blessées qu'on a pu retraiter. Et puis, la séance d'après, c'est la troisième séance, il me dit que mais c'est étrange, je me sens quand même très, très, très calme. Je me rends compte que je suis en train de mieux m'ancrer en moi. Et c'est comme ça, progressivement, qu'on continue justement à faire des gestes de evening pour davantage la connecter aux ressources. Et des souvenirs ont commencé à remonter. Et je me suis dit que là, il y a quelque chose qui s'est élargi, qui autorise le matériel traumatique à remonter. Donc des choses sont remontées, des images extrêmement précises des traumas, des violences qu'elle a vécues. Et chaque fois que ça remonte, c'est des blessures traumatiques. Nous avons fait du tapping ensemble et ça s'est résorbé. Et quand je lui dis de se reconnecter à nouveau à cet événement, il me dit que ben, je vois presque plus l'image ou bien ça s'est presque complètement estompé, je ne ressens plus rien, ça ne me fait plus rien. Voilà, on est sur ce travail, on va continuer. Et c'est ça, c'est un avantage aussi, c'est que j'ai l'impression que les séances ne durent pas, le nombre de séances quand même est assez réduit. Après, comme je dis, tout ça reste à documenter pour vraiment être très sûr et ne pas tirer de conclusions hâtives par rapport à des cas. Quoique, effectivement, il y a beaucoup d'études randomisées sur lesquelles je suis tombé et j'ai pu voir qu'il y avait des résultats intéressants que nous, on aura intérêt vraiment à reproduire dans notre contexte. On a toujours plus d'une centaine d'études, randomisées contrôlées. Au total, on doit avoir 200 études, publiées dans des comités, des revues à comité de lecture, donc des revues scientifiques. Donc on commence à avoir effectivement un corpus, important, mais moi je trouve que si on arrive à le faire, dans la francophonie, ce qui n'existe pas aujourd'hui, ça sera un sacré atout. Et le pouvoir le faire à partir du Sénégal, ça serait aussi, vraiment montrer que le Sénégal est en avance, carrément, par rapport à d'autres pays, hein. Oui, moi, ce que je disais, parce que je voulais quand même que ce soit un outil qui est facile à enseigner. Et l'EFT, franchement, est facile à enseigner. Bien sûr. Voilà, on peut le transmettre assez facile. C'est assez bien structuré, donc ça ne pose pas de problème. Et comme je dis, les supervisions aussi ne posent pas de problème. D'ailleurs, quand on fait des supervisions, tout le monde réagit très facilement. Voilà, fait des feedbacks qui permettent à l'autre de voir comment débloquer la situation, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui peut être amélioré. Après, justement, par rapport à ce que tu dis, par rapport au Sénégal, déjà, la facilité d'utilisation fera que effectivement on peut le donner on peut le mettre à la disposition de beaucoup de personnes. Mais ici, l'accès aux soins pose problème, tout le monde le sait. Il y a un problème d'accès aux soins, le nombre de personnes qualifiées est très restreint, la demande est très forte. Et quand les gens se rendent compte qu'ils peuvent venir à l'hôpital,
qu'on règle des problématiques sans forcément avoir besoin de passer par les médicaments. Je ne dis pas que les médicaments, n'est-ce pas, on ne les utilise plus, mais qu'il y a des problématiques qu'on peut régler sans passer par les médicaments ou qu'on peut régler avec les médicaments, c'est encore plus facile parce que justement, on parvient à réguler les personnes. C'est fait que l'utilisation des médicaments est, voilà, on les réduit de façon considérable. Et tout ça, vu le contexte dans lequel on vit, les violences, les traumas, tout ce qui se passe, surtout les violences conjugales, les contraintes, la pression académique, la pression sur le plan social, tout ça, c'est des choses qu'on peut régler justement en s'aidant avec les outils dont on dispose aujourd'hui. Et donc, à partir du Sénégal, plein de choses peuvent être lancées parce qu'il faut le dire, le Sénégal est aujourd'hui presque le leader parce qu'il a réussi à s'approprier les outils, à le faire rentrer dans le cadre universitaire. Et donc, c'est un lieu de formation qui va, le savoir pourra se diffuser. Et le souhait, c'est que tous les professionnels puissent se former parce que ça peut être utilisé par tout le monde, hein. Vraiment, vous n'avez pas besoin de renoncer complètement à ce que vous êtes en train de faire, mais c'est juste un outil qui va vous permettre de mettre les patients beaucoup plus à l'aise, de rendre leur cerveau encore plus disponible pour pouvoir voilà, continuer à faire ce que vous faites. Il y a des personnes qui demandent si le master intègre des personnes qui sont dans des pays autres que le Sénégal. Le master est international, hein, c'est pour tout le monde. Nous avons des dépôts d'un peu partout. Voilà, tout le monde peut déposer. Il n'y a pas de, il y a pas de restriction. Il y a une question que je voulais te poser aussi, c'est l'impact de l'EFT sur le soin. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu as pu constater qu'en pratiquant sur toi, ça te permettait d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans ton self, et du coup, de dégager, rayonner de la sécurité qui est neuroceptée par le patient? Mais moi, le premier constat que j'ai pu faire hein, quand j'ai commencé à utiliser l'outil, c'est que à la fin de la journée, et Dieu sait que j'ai des journées longues, je rentre chez moi, je me sens léger, je ne suis pas du tout fatigué. Et après, je me disais que peut-être que c'est parce que je faisais beaucoup de sport, mais il arrivait des moments où je ne faisais plus de sport. Et je me suis rendu compte que l'EFT me faisait énormément de bien. Donc, je parviens justement à accompagner les patients tout en prenant soin de moi. Parce qu'au moment où je suis en séance, le patient, on parle de sa problématique, moi, je m'apaise en même temps. Donc, ça, je trouve que c'est extrêmement bien parce que je trouve que je suis beaucoup plus ancré. Comme je dis aux étudiants, on n'écoute plus les discours, mais on regarde aussi la physiologie du patient. Et là, ça rend beaucoup plus, il y a une empathie beaucoup plus forte qui se produit. On est là, on est en face du patient, on fait des choses, on les fait pour soi, on le regarde et on est toujours sensible à qu'est-ce qui se passe dans son système nerveux. Et donc, en le faisant, effectivement, je me rends compte que je prends mieux soin de moi. Et même en dehors de ces séances avec les patients, quand j'ai des problématiques qui m'activent un peu, je continue à utiliser l'EFT sur moi. Comme on dit, hein, charité bien ordonnée commence par soi. Exactement. Oui. Au niveau culturel, le fait de faire du tapping, on a bien compris qu'il n'y a pas besoin de faire des explications. C'est perçu comment au niveau du Alors, Sénégal? moi, quand j'ai découvert le tapping, je pense l'avoir une fois partagé avec toi. Esprit. Je m'étais toujours rendu compte que quand, par exemple, supposons des femmes avaient reçu une mauvaise nouvelle, étaient dans une détresse émotionnelle, de façon très instinctive, elles se mettaient à se tapoter la poitrine. Et je me dis, finalement, j'ai comme l'impression que l'EFT est venu mettre en forme une forme de savoir qui était là implicite. Ça veut dire qu'intuitivement, les gens savaient qu'il y a quelque chose qui pouvait apaiser et voilà, on se tapotait la poitrine. Donc, c'est quelque chose de... et c'est la raison pour laquelle j'ai été étonné la première fois quand quelqu'un l'a rejeté. Parce que justement, c'est un médecin, c'était pas n'importe qui. Mais habituellement, les patients, ils ont confiance. Quand ils viennent nous voir, c'est vraiment en toute confiance. Et quand on essaie, les choses se passent bien la plupart du temps. Mais je peux dire même tout le temps, hein, tout le temps ça se passe bien parce que l'outil sert juste à réguler. Donc, je ne vois pas de contre-indication. OK. Est-ce que tu as d'autres exemples qui sont assez courants dans ta pratique, sur lesquels tu peux développer des séances en EFT? Alors, il y a rien qu'avant-hier, j'ai reçu un monsieur qui,
enfin, qui avait subi beaucoup de vols dans son entreprise. Il était très en colère contre un membre de sa famille. Et puis, j'ai utilisé un autre outil. Je lui dis alors, comment ça se passe? Il me dit non, j'en suis toujours au même point. Et dès qu'il m'a dit au même point, je me suis souvenu justement des inversions psychologiques. J'ai dit, même s'il y a une partie de moi qui maintient ce symptôme parce que voilà, tout ce qu'on construit avec le patient. Et il me dit là, et là, si tu évalues sur une échelle de 0 à 10, il me dit, ça, oui, ça a complètement changé. J'ai l'impression que j'entends mieux et j'intègre ce qu'on m'explique parce qu'en fait, dans mon entourage, on a essayé de me dire, oui, mais si tu t'attardes par exemple sur ce sentiment de colère, à quoi ça va te servir, c'est pas important. Mais ça ne rentrait pas. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le fait juste de mettre ma main là, sur cette zone sensible, et en même temps de répéter ce que nous sommes en train de nous dire, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a quand même lâché, je le prends un peu mieux. C'est comme si cette colère s'est distanciée de moi. Ça, par exemple, c'est des exemples que l'on vit. Et il y a aussi d'autres exemples de trauma complexe. Je me rappelle qu'un jour, quelqu'un de la faculté de médecine était parti voir un médecin généraliste ou peut-être d'une autre spécialité parce qu'elle avait des problèmes de sommeil, parce qu'elle avait tendance à se mettre trop en colère. À un moment donné, sa tension commençait à s'élever. Et puis le médecin lui dit, mais il faut que tu vois un psy. Donc, il est venu me voir et puis on commence à discuter. Qu'est-ce qui te met en colère? C'est par exemple quand j'investis quelqu'un et j'ai l'impression que cette personne vraiment s'éloigne et qu'il ne s'investit pas autant que, elle ne s'investit pas autant que moi. Je lui dis très bien, la dernière fois c'est arrivé, c'était quand? Donc, elle me donne un exemple. Et là, on réalise un point d'affect et on découvre que finalement, elle a perdu son père très tôt, un accident qui a été brutal. Ça veut dire que son père quittait la maison. Euh, Elle avait l'intuition que c'était la dernière fois qu'elle le voyait son père. Elle ne savait pas pourquoi. Et donc, le père est rentré à Dakar, a fait un malaise. Donc, c'était la dernière fois qu'elle le voyait. Et donc, quand on l'a fait, elle a pu, elle a beaucoup pleuré, on l'a ressourcée, ça s'est bien passé. Une seule séance, hein, vraiment une seule séance. Mais je ne dis pas que ça se passe chaque fois juste avec une seule séance. Et puis elle est partie, elle m'a écrit un long message pour me dire que je ne ressens plus aucune forme d'angoisse. J'ai l'impression d'être totalement apaisé. Et aujourd'hui, je commence à faire ce que je n'osais pas faire. Donc je me dis qu'il y a vraiment un début d'apaisement et c'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de choses, des résultats qu'on a aujourd'hui qui sont bien. On revoit les malades un mois après, 2 mois après, 3 mois après, les choses se passent très bien. Mais on a le devoir quand même de les documenter, de bien les étudier pour en faire des résultats de recherche. Et tu me parlais aussi de certains types de traumas qui étaient spécifiques, à l'Afrique subsaharienne, les traumas d'excision, par exemple. Est-ce qu'il y a des exemples de prise en charge de personnes? Alors, mais si j'ai un regret à exprimer aujourd'hui, c'est tous les patients que j'ai consultés et pour qui j'avais constaté des choses. Et le trauma d'excision, là, justement, je l'avais constaté avant de commencer véritablement à utiliser tous les outils en rapport avec les approches psychocorporelles. Donc, c'est une fille qui a énormément d'angoisse et qui, à un moment donné, on a fait tout ce qu'on avait à faire, elle s'est vue à 4 ans face à l'exciseuse. Alors, ce qui était étonnant, c'est qu'elle se voit à 4 ans face à l'exciseuse par rapport au point d'affect qui a été réalisé et je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il me dit rien, ça va, je me sens bien. Moi, je n'avais pas compris qu'effectivement, il y avait une dissociation très nette qui était là. Aujourd'hui, je les comprends mieux et je sais qu'effectivement, il faut beaucoup ressourcer pour que les choses se passent bien, pour que la personne puisse aller vers ses parties blessées. Et ça, je ne l'avais pas compris. Malheureusement, c'est des patients que j'ai perdus de vue parce qu'à un moment donné, ils avaient l'impression que voilà, on ne pouvait pas aller plus loin que ça. Ils avaient qu'à se résigner parce que ça devait se passer comme ça. Et mon plus grand souhait, c'est de les rencontrer, de les retrouver un jour pour pouvoir voilà, compléter la prise en charge pour qu'elle soit définitive. OK. Comment est-ce que tu vois l'avenir de l'EFT, au Sénégal? Très, je suis très optimiste par rapport à l'avenir de l'EFT, puisque on ne force absolument rien, les choses se font tout seules et les gens le prennent très bien. Euh,
D'ailleurs, on a fait une formation avec un ministère de la place par rapport à un groupe de personnes qui étaient des téléconseillers. Et donc, c'est un outil que j'ai utilisé durant cette formation. Et puis le lendemain, il y a eu des personnes qui sont venues me dire, mais vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui me confie. J'ai l'habitude d'écouter les gens, mais je ne me confie jamais. Et bizarrement, quand vous avez pris quelqu'un en démo, ça que ce soit ma problématique, nous avons fait du tapotement et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que j'ai pu digérer, qui était lourd, que je portais dans le cœur. Et je me dis que cet outil est vraiment bien. Donc, on commence à toucher des gens. Et là, par exemple, au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a eu des manifestations, il y a eu un étudiant qui est décédé. Et le conseil académique nous a instruit de mettre en place un dispositif d'accompagnement psychologique des étudiants parce que quand même, vu ce qu'ils ont vécu, il y a eu des qui nous sautaient du troisième, du quatrième étage. C'était extrêmement violent, des gens qui se sont fracturés. L'idée, c'est que ils vont reprendre certainement les activités pédagogiques, mais ce serait bien qu'on les accompagne parce que l'institution ne doit pas faire un déni autour justement de toute cette souffrance et de toute cette violence. Nous avons certes au niveau de l'université un devoir de maintien de l'ordre, de faire en sorte que le cadre soit sécur, mais quand les étudiants sont en difficulté, en souffrance psychologique, on a aussi le devoir de les accompagner. Et donc, nous comptons mettre en place quelque chose pour accompagner les étudiants. Et l'EFT, ce qui est bien, c'est que ça peut se faire en distanciel, mais sans aucun problème. Étant donné que justement, c'est un outil que le patient peut utiliser de façon autonome. Vous faites les gestes, il les répète, et lui-même, en dehors des séances, il s'autorégule et les choses se passent bien. Je regarde aussi les questions dans le chat, hein. Il y en a une, c'est: est-ce que l'EFT peut agir sur des maladies qui sont parfois liées à des émotions refoulées ou ça agit que sur les traumas? Ah, mais le nom même, je pense, de l'EFT le dit, hein, des émotions refoulées, des émotions bloquées, emotional freedom technique, des techniques de libération émotionnelle. Ah ben, ça veut dire que quand c'est des choses qui sont complètement refoulées, et ça, je l'ai vu par rapport justement à des personnes que j'ai suivies, qui pendant très longtemps, supposons, vous savez, nous, en Afrique, au Sénégal en particulier, le mariage, c'est vraiment quelque chose de sacré, hein, c'est très sacré. Et vous rencontrez des femmes, ils vous disent, mon mariage, c'est ma vie privée, je n'en parle à personne, quel que soit ce que j'endure. Et donc, c'est des femmes qui, à force d'avoir des colères refoulées, beaucoup de stress, finissent par développer parfois certaines pathologies, une polyarthrite rhumatoïde ou bien la maladie de Bercé. Et en discutant avec eux, en les accompagnant sur un certain nombre de séances, ces femmes même, hein, sans que moi je le dise, en arrivent à vous dire, j'aurais dû vous venir depuis le début. Je me rends compte que toutes les émotions que j'ai refoulées en moi, finalement, ont dû détraquer mon organisme et dégénérer sous forme de maladie. Mais j'ai vécu des situations très, très, très difficiles. Je me suis réfugié dans la religion, j'ai prié. Je dis oui, on se réfugie dans la religion, c'est une excellente ressource, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire des démarches pour se faire aider parce que voilà, c'est des choses qui ont aussi leur place dans votre bien-être. Et donc, parce que justement, elles parviennent à dégager pas mal de choses et ça fait qu'elles gèrent mieux la maladie dont elles sont atteintes. Et donc, ça veut dire, pour répondre à la question, oui, les émotions refoulées, il n'y a rien de plus indiqué. Et ce qui est bien avec l'EFT, c'est que ça respecte le rythme du patient, c'est très progressif. C'est le patient lui-même qui a le contrôle, mais aussi en même temps que le thérapeute. Quand les choses débordent, on s'arrête un moment, on fait du tapping, les choses s'apaisent, on continue, on fait un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Vraiment, il y a, on ne force absolument rien. C'est des traitements qui sont extrêmement doux. Oui, les gens sont même pas obligés de raconter, le fond de l'histoire. Ils peuvent juste y penser en faisant du tapping et dégager aussi, tout ce qui est lié à ça, hein. Oui, mais justement, ça me fait penser à une personne que j'ai reçue. Elle vient, elle se présente en consultation et puis elle est là, elle est assise. Je lui dis, qu'est-ce qui vous amène? Elle commence à pleurer, je lui fais du tapping, elle se calme, mais elle dit qu'elle ne peut pas en parler, qu'elle ne peut pas en parler du tout. Et moi, je lui dis, vous n'avez pas besoin d'en parler. Moi, je vais juste vous demander de vous connecter à ce qui vous fait mal et on fait un peu de tapping. On fait du tapping, hein, ça c'était tout à fait au début. Je ne savais pas où est-ce que j'allais avec elle. Et puis au bout d'un moment, elle a commencé aux prochaines séances à raconter les choses, les abus dont elle a fait l'objet. Elle n'a pas été crue par sa famille, elle s'est sentie rejetée.
finalement, elle s'est repliée sur elle-même, elle se sentait souillée, sale, pas mal de choses. Donc, plein de choses sont ressorties qu'on a pu stabiliser et qu'on continue à traiter. Donc, pour dire qu'effectivement, on n'a pas tout le temps besoin de parler et que, voilà, c'est comme par exemple une personne avant-hier qui, elle vient dans mon bureau parce qu'elle avait vu quelqu'un, ils ont fait pas mal de séances, elle a raconté beaucoup de choses, il me dit que ça lui a fait beaucoup de bien, que la personne en question est très gentille, qu'elle est très à l'écoute, elle est très professionnelle. Et, mais elle vient me voir. Je lui dis, mais justement, étant donné que c'est bien, pourquoi vous venez me voir? Il faut continuer avec elle. Il me dit, non, il y a des choses, j'ai honte de lui en parler. Bon, elle me pose des questions, tu peux parler, tu peux avoir confiance en moi, il n'y a pas de problème. Les patients l'entendent, mais c'est des choses qu'ils n'intègrent pas du tout. Mhm. Et moi, je lui dis, mais écoute, on n'a pas besoin de revenir sur tout ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Si aujourd'hui la thérapie se passe bien, à quel objectif est-ce que vous voulez parvenir? Et c'est ça aussi le côté pratique, c'est qu'on raisonne en termes d'objectifs. On n'a pas besoin vraiment de fouiller toute l'histoire du patient qui est une narration extrêmement longue qui peut l'activer. Elle me dit, mais je ne comprends tout simplement pas. J'ai un mari avec qui j'ai divorcé. Et là, j'entends dire qu'elle a eu une infidélité. Je sens que ça me fait quelque chose. Je ne le supporte pas. Je ne comprends pas pourquoi vraiment je ne comprends pas. Je lui dis, mais très bien, c'est très simple. On va partir de ça. Donc, tu n'as pas besoin de raconter l'histoire. Même si je ne comprends pas pourquoi je suis en colère contre mon ex-mari alors qu'on est divorcé, ben, je m'accepte ou je m'ouvre à la possibilité de m'accepter tel que je suis. Ça vous va? Alors je lui dis, je m'accepte. Il me dit, non, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, je m'accepte? Non, c'est pas possible. Je lui dis, donc, on dit, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter tel que je suis. Est-ce que ça vous va? Il me dit oui. Donc, on est toujours en synchronisation. On accompagne la patiente et puis on commence à répéter ça. Voilà, et puis d'un moment, ça commence à s'ouvrir et ça va vers des choses beaucoup plus complexes. Voilà, on en est juste à notre première séance. Elle me dit à la fin de la séance, mais c'est bizarre que je n'ai pas parlé et je me sens bien. Mais je lui dis que parce que tout simplement, on n'a pas forcé quoi que ce soit, on n'a fait que tapoter. Et au lieu de parler du problème, on n'a fait que ressourcer. Ça veut dire, voilà, ça permet vraiment de sécuriser, de réguler et de permettre à la parole de se libérer. Il y a plusieurs questions sur le master. Alors déjà, comment est-ce qu'il s'appelle et où est-ce qu'on peut s'inscrire? Alors, euh, je suis au service de psychiatrie de l'hôpital de Fann, plus précisément à la clinique Moussa Diop. Voilà. Pour le master, on a diffusé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais si vous voulez des renseignements davantage, vous pouvez passer au niveau du service de psychiatrie de Fann à la clinique Moussa Diop. Et là, bon, vous allez être renseigné par rapport à ce master. Ce qu'on peut Voilà. faire, Lamine, c'est que tu m'envoies un mail et dans la page du replay, je remets le mail pour les personnes qui sont intéressées. Comme ça, elles auront toutes les infos qu'elles veulent. D'accord. De même, il y avait des questions sur comment est-ce qu'on peut se former à l'EFT en dehors du master. J'ai affiché un lien sous la vidéo. Hmm. En cliquant dessus, vous avez des infos sur la formation. L'idée, c'est pas de détailler la formation, c'est pas l'objectif ce soir. Donc, vous aurez des infos et si vous en avez pas suffisamment, prenez un rendez-vous avec Laura. Vous avez un lien. D'ailleurs, Laura, je ne sais pas si tu as déjà mis dans le chat le lien Calendly. Vous prenez un rendez-vous avec Laura, elle vous rappelle à l'heure qui vous arrange, et puis vous me posez toutes les questions. Voilà, c'était juste, je referme la parenthèse, hein. Alors, comme on est à 1 heure du début de notre webinaire, je vais vraiment essayer de te poser toutes les questions qu'il y a dans le chat. Alors, je vais poser les questions qui te concernent. Quelle méthode utilisez-vous après le travail pour ressourcer la personne? Est-ce qu'il y a des adaptations culturelles? Euh, Juste ce qu'on a utilisé en séance, c'est du tapping. Après la séance, habituellement, je dis à la personne, je lui indique toutes les parties à tapoter et je lui dis que attention, le travail se fait à deux niveaux. Il y a vous, ce que vous allez utiliser et ce qu'on doit faire en cabinet.
Donc, pour améliorer votre confort de vie, pour ne pas être débordé dans la vie de tous les jours, vous allez juste, chaque fois que vous sentez une montée émotionnelle, tapoter les points qui sont indiqués. Et maintenant, par rapport à des traumas que vous avez vécus, il ne faut pas essayer de le faire en dehors du cabinet. Il faut attendre. Et c'est là où voilà, en tout cas, c'est très bien expliqué avec la méthode du coffre-fort et la personne comprend. Donc, on les ressource. Justement, avec ce qu'on a utilisé, ils ont vu comment on fait, ça les a apaisés, ça les conforte dans l'idée qu'ils vont l'utiliser après et ça leur fera du bien. Une question alors, est-ce que tu continues d'utiliser d'autres techniques ou bien est-ce que tu te concentres désormais essentiellement sur l'EFT? Non, je ne me concentre pas exclusivement sur l'EFT parce que j'ai été formé aussi à autre chose. Mais il faut dire que l'EFT, je l'utilise tous les jours. C'est-à-dire que même quand j'utilise un autre outil, des fois, j'utilise l'EFT parfois pour réguler. Il peut m'arriver de l'utiliser surtout dans les traumas complexes pour les problématiques liées à des traumas d'enfance, tout ce qui porte sur la négligence affective, la maltraitance. J'utilise beaucoup l'EFT. J'utilise d'autres méthodes parce que j'ai été formé, comme je disais en début d'émission, à la thérapie limbique. J'ai été formé au brain spotting aussi. J'utilise aussi les outils de la thérapie familiale parce que j'ai été formé à la thérapie familiale. Mais l'EFT occupe une très bonne place dans la prise en charge. Vraiment. D'autant plus que moi, je suis plein de personnes à distance et il n'y a qu'avec l'EFT que je peux suivre vraiment à distance et de façon efficace. Ce que je disais moi la dernière fois, c'est que justement c'est un des atouts de l'EFT, c'est de pouvoir être utilisé conjointement à d'autres méthodes, voire même éventuellement dans le cadre d'une autre méthode, utiliser l'EFT. C'est très, comment dire? Miscible avec d'autres méthodes. Donc ça, c'est intéressant. Hmm. Une personne qui parle, qui dit: «Les émotions très pénibles et répétées sont une source de douleur chronique. Avez-vous des résultats sur ces cas de plus en plus nombreux?» Bien sûr, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste l'émotion, c'est tout le contexte dans lequel survient l'émotion. Donc, c'est une prise en charge qui est vraiment globale. Quand des émotions sont répétives, quand des émotions sont récurrentes, qu'ils arrivent, mais ça a une signification parce que, comme on le dit, l'émotion est un signal d'alerte. Mais elle va alerter par rapport à quoi? Et ça, c'est un travail qu'on fait justement en séance. Et les outils comme l'EFT permettent de très bien faire le travail. Alors, est-ce que tu reçois des enfants dans tes consultations? Non, moi je ne fais que de la psychiatrie d'adultes. Je ne reçois pas d'enfants. J'ai des collègues qui font de la pédopsychiatrie, qui vont s'inscrire dans ce master justement, parce que dans la pédopsychiatrie, on sait que les médicaments n'ont pas beaucoup de place. Et ils l'ont compris, ils vont intégrer le master pour pouvoir avoir beaucoup d'outils à leur disposition. Je leur dis que, sans en avoir l'expérience directe, hein, mais de vous avoir écouté, vous qui avez de la pratique, Jean-Michel, par rapport à tout ça, qu'il semble que par rapport aux enfants, ça marche très bien et ça va très vite aussi. Oui, ça c'est clair que ça marche effectivement, vraiment très bien avec les enfants. Il y avait une question, que j'ai vu passer tout à l'heure, concernant le côté international. Heu, est-ce que comme on a communiqué sur, cette formation, au Sénégal, tu as eu des retours, des demandes, d'autres pays? Et c'est un monsieur qui vient du Togo qui pose la question. Oui, on a eu des demandes de la Côte d'Ivoire, des demandes du Gabon. Effectivement, c'est possible de le faire, tout à fait. C'est international, hein, vraiment, il n'y a pas de problème par rapport à ça. OK, il y a même eu des demandes, hein, du Togo directement avec, des projets d'aller, faire une formation conjointement, c'est-à-dire le Oui, formateur Sky absolument, oui. et moi-même, Mhm. au Togo directement. Tout à fait. On avait été contacté par le professeur Dassa, qui avait vu l'outil, qui était très intéressé, mais on attend que le processus se développe pour pouvoir dérouler. Donc le Togo est demandeur. OK, je garde un œil, sur, alors est-ce que, l'EFT est utilisé en complément des traitements médicamenteux? Est-ce que ça pose un problème s'il y a un traitement médicamenteux? Ou est-ce que c'est en remplacement? Non, absolument pas. L'EFT
L'EFT vient renforcer le répertoire thérapeutique. Ça veut dire que vous avez des patients qui prennent des médicaments. Ben, à un moment donné, vous voyez des choses qui ne peuvent pas être traitées par les médicaments. Vous utilisez l'EFT pour essayer de les débloquer. Et même par rapport à des patients qui prennent des médicaments, une fois qu'ils sont bien régulés, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'utiliser autant d'anxiolytiques. Supposons quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, des attaques de panique, vous utilisez des antidépresseurs, mais aussi des anxiolytiques. Quand vous intégrez l'EFT à la prise en charge, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se régule. Le patient n'a pas autant besoin de tous ces médicaments. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très complémentaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons monté quand même ce master. C'est pour optimiser la prise en charge de nos patients que nous voyons parfois qui sont en détresse, qui comprennent beaucoup de choses. Mais en utilisant l'EFT, on les aide à digérer certains traumas qu'ils ont vécus, dont on se rend compte, mais auxquels on n'a pas forcément touché. Et en plus, ça améliore la qualité de vie au quotidien. Donc, c'est très, très, très compatible. C'est tout le contraire. Et il y a Elisabeth qui nous dit: «Le terme de tapping est employé d'une façon implicite évidente dans cette conférence, donnant l'impression d'une forme d'improvisation. Quelles sont les conditions nécessaires de ce tapping?» Alors, c'est pas de l'improvisation, c'est, le protocole est très précis, on stimule des points précis, d'une manière précise et c'est pas on n'improvise pas, effectivement, le tapping et plutôt que de rentrer trop loin dans le détail, je vous invite à visionner, comme je disais tout à l'heure, le webinaire qu'on a conduit le 9 février et je mettrai dans la page de replay le lien sur cette vidéo. Comme ça, vous aurez beaucoup plus d'informations. En 15 minutes, vous verrez, vous aurez une bonne info de tout ça. Et le lien du replay sera envoyé demain matin. Voilà, le Et puis, temps. comme je dis depuis tout à l'heure, hein, c'est quelque chose de très structuré, c'est très protocolaire, c'est structuré, c'est transmissible, c'est assez bien fait. Et on ne tapote pas n'importe comment, c'est des points qui sont très précis sur lesquels on tapote. Euh, et puis c'est de l'EFT clinique. C'est de l'EFT clinique, donc c'est pas que vous tapotez n'importe où. Il y a des choses que vous devez faire qui sont très précises. D'ailleurs, quelqu'un me disait hier, est-ce que quand juste vous demandez à la personne de tapoter juste sur un seul point, ça peut résoudre le problème? Je lui dis, ben, étant donné qu'il y en a qui ont été formés, peut-être par rapport à d'autres courants, si je ne me trompe, à pouvoir identifier quel est le point précis qui pose problème. Mais nous, puisqu'on ne le sait pas, on tapote sur tous les 15 points et on est sûr de ne pas rater le bon point. Utilisez-vous l'EFT chez des patients psychotiques stabilisés? Oui, absolument. Des patients psychotiques stabilisés, on peut leur demander d'utiliser. Surtout parfois, c'est des patients qui sont très sensibles à tout ce qui est stress. Ils vivent dans des environnements familiaux, parfois qui sont un peu chaotiques. On leur montre tout simplement comment utiliser l'EFT chaque fois que tu es stressé. Et c'est ça l'avantage. Parce que dans le cas contraire, ils sont exposés à des facteurs de stress qui sont des facteurs de rechute. Maintenant, en mettant à leur disposition l'EFT, on les aide à s'autonomiser, à se calmer par eux-mêmes au lieu de revenir à l'hôpital ou bien de garder tout ce stress qui s'accumule au fil du temps et qui peut provoquer des rechutes. On l'utilise effectivement chez des... C'est un outil pour réguler, c'est un outil qui est simple qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours pour s'apaiser. Une question un peu similaire, est-ce que ça peut être utilisé avec des patients handicapés mentaux? Euh, j'ai pas d'expérience par rapport à ça. Des patients handicapés mentaux, j'ai pas d'expérience par rapport à ça. Donc, je ne peux pas répondre à la question. Bon, alors moi, j'ai pas d'expérience non plus, mais j'ai des retours de personnes qui travaillent avec des handicapés mentaux et qui effectivement vont utiliser le tapping, donc le tapping sur les points précis qu'on utilise en EFT, pour réguler l'activation émotionnelle de ces patients. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une dimension cognitive, on ne demande pas aux patients de répéter des choses, mais on utilise le tapping des 15 points juste parce qu'il active le vagal ventral, donc le parasympathique, et il permet de ramener les personnes dans un état de sécurité et de régulation émotionnelle. Donc voilà, ça peut vraiment être utilisé pour ça. Et d'une manière générale, moi je dirais que comme l'EFT a un impact sur le nerf vague, il peut être utilisé dans toutes les situations, à condition de connaître le trouble de la personne avec laquelle on travaille. Hmm.
Alors, d'autres questions? Est-ce que alors il y a des problématiques sur lesquelles tu observes des résultats plus significatifs et en même temps, je te pose une autre question que j'ai vue passer. Est-ce que ça marche mieux avec les femmes qu'avec les hommes? Les problématiques sur lesquelles ça marche, mais de façon très très rapide, c'est les traumatismes, surtout les traumatismes simples. Généralement, en une seule séance, surtout quand, comme je disais, l'enfance a été sécure, il n'y a pas eu de, il y a pas eu, il y a pas eu d'incident majeur, ça va très très vite sur les traumas. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, va faire un accident de la voie publique, il va avoir des images, des reviviscences. Vous le faites habituellement, ça marche très 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 bien. Après moi, les autres problématiques sur lesquelles ça marche aussi, encore une fois, comme je dis, c'est des traumas complexes, hein. Maintenant, il restera à documenter tout ça pour vraiment s'assurer que effectivement, c'est des choses qui marchent très 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 bien. Est-ce que les femmes, par rapport aux hommes, bon, j'ai pas, j'ai pas fait d'études par rapport à ça. Ce que je sais, c'est que je reçois beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais ça marche aussi chez les hommes, autant que chez les femmes. Oui, moi je peux juste rajouter qu'effectivement, dans les nombreuses études qui sont publiées, il y a effectivement autant de femmes que d'hommes et les résultats sont similaires. Il n'y a vraiment pas de différence, hein. Quel niveau de formation est nécessaire pour que l'EFT soit utilisé en milieu hospitalier? Je te laisse répondre. Euh, mais dès qu'on travaille à l'hôpital, il n'y a pas de niveau de formation requis, hein. Dès qu'on travaille à l'hôpital, qu'on est soignant, qu'on est infirmière, assistant social, on peut utiliser l'EFT. On n'a pas besoin d'être un médecin ou un psychiatre. D'ailleurs, je l'ai dit durant le webinaire, qu'au début, les gens me disaient non, mais il faut juste laisser les psychiatres s'inscrire, mais aussi les médecins. Mais on voit très bien que les infirmières qui sont des intervenantes habituellement de première ligne, qui sont au contact des patients, souvent ils l'utilisent et ça fait énormément de bien aux patients et ça renforce d'ailleurs leur confiance en elles-mêmes par rapport à ce qu'elles font aussi. Céline nous dit, je suis psychologue clinicienne, je souhaiterais proposer l'EFT au sein d'une structure médico-sociale et les psychiatres résistent à l'approche. Auriez-vous, en tant que psychiatre, des conseils ou des arguments pour les convaincre? Ben, moi je pense que la meilleure manière de convaincre, c'est pas forcément d'expliquer. C'est juste d'utiliser, parce que quand même quand vous êtes psychologue clinicien dans une structure médico-sociale, je suppose que vous intervenez dans la structure, vous faites les choses, ça veut dire que quand on vous appelle au chevet d'un patient, ou en tout cas d'un client de la structure, il faut essayer, c'est-à-dire il faut vraiment le faire et expliquer après. Mais il ne faut pas vouloir convaincre au départ, parce que peut-être ceux qui ne sont pas du tout convaincus, peut-être bon, ils ne voient pas forcément ce que ça fait, ou bien ils ont des réticences par rapport au fait que euh, je sais pas, en tout cas, il y a énormément d'études qui sont là, qui prouvent que bon, c'est des choses qui marchent. Mais le conseil, c'est juste d'essayer et si ça marche, d'attendre que les questions viennent. Plus on essaie de convaincre, plus effectivement on peut se heurter à des résistances. En fait, moi, je trouve qu'il y a une question qui est très simple à poser aux personnes, c'est: «De quoi auriez-vous besoin pour être convaincu que c'est une approche qui est efficace?» Et il y a 2 réponses possibles. Soit la personne va vous dire: «Bah, moi, j'ai besoin d'avoir, des essais randomisés contrôlés, j'ai besoin de méta-études, et cetera». On a une dizaine de méta-études, on a une centaine d'essais randomisés contrôlés, on a vraiment déjà beaucoup de choses qui existent et qui vous seront communiquées sur la page de replay. Vous allez voir 352 études, non 358 pages d'études que vous pourrez télécharger. Donc, il y a de quoi les convaincre. Ou alors, deuxième réponse, que j'ai déjà vue, mais très rarement, c'est: «De toute façon, rien ne pourra me convaincre». Et donc dans ce cas-là, vous allez gagner beaucoup de temps et d'énergie à, arrêter le la discussion. Voilà. Mais pourquoi ne pas partir de ça justement? Même si rien ne peut me convaincre.
En fait, il ne s'agit pas de faire de la résistance, quoi. Il faut juste prendre le patient tel qu'il se présente. S'il accepte de Non, jouer le jeu. on parle de psychiatres qui refuseraient dans un Ah, milieu OK. hospitalier. Ah oui, pas des patients. On n'a Effectivement, jamais le c'était la problème, question. on n'a jamais le problème avec les patients. Des fois, enfin, moi, par exemple, comment est-ce que je pratique l'EFT? Eh bien, je reçois une personne, je lui pose des questions. Pourquoi est-ce que vous venez me voir? Donc l'objectif, son problème, et cetera. Et en creusant le problème, si il y a de l'émotion qui monte et que la personne commence à pleurer, je vais naturellement lui demander de faire ce que je fais et on commence à stimuler les points comme ça, sur les mains, et cetera. En stimulant ces points, ce qu'on observe, c'est que la personne, elle se calme très rapidement. Au bout d'un moment, soit elle dit rien, soit elle dit: «C'est bizarre ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qui s'est passé?» Ben, en fait, on stimule des points qui calment et généralement, ça suffit comme explication. Et voilà, on est déjà rentré dans une des 2 actions de l'EFT qui est de calmer les gens, de les ramener dans la fenêtre de tolérance. On n'est pas en train de traiter les traumatismes, on est juste en train de les calmer, ce qui est un préalable indispensable au traitement qui va suivre. Mais voilà, c'est déjà et moi j'ai jamais de questions, jamais, jamais. Et effectivement, au début, j'avais besoin de me justifier, mais c'était plus un problème de moi vis-à-vis de moi que vis-à-vis des patients qui me demandaient rien. Donc Ouais. Mais moi, je ne me justifie plus, hein. Ben, je viens, je rentre dedans très facilement et puis après, les questions viendront après. il y a une personne qui demande, peut-on utiliser l'EFT sans souvenir précis sur un affect dissocié? Je te laisse répondre. Ah oui, c'est tout à fait possible parce que en fait, il faut moi ce que je fais, c'est que je fais de la psychoéducation au préalable pour préparer la personne. Je lui dis que ben écoutez, votre esprit vous protège bien parce que c'est pas un hasard si vous l'avez oublié, c'est qu'il vous a dissocié de ce problème, il vous en a déconnecté. Et donc, on va faire tout doucement, ne pas faire remonter les choses brutalement parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi vous les avez oubliés. En tout cas, quel est le contenu, qu'est-ce que ça peut vous faire. Et je suis parvenu comme ça, je pense que c'est un exemple que j'ai donné, avec du tapotement lent à faire remonter des souvenirs. Donc, ça peut s'utiliser effectivement chez des personnes qui ont, voilà, qui sont dissociées de leurs souvenirs traumatiques. C'est un moyen, en fait, très doux de réassocier des personnes dissociées parce qu'en fait, en se stimulant, c'est la personne qui stimule son propre corps et donc qui revient petit à petit à l'intérieur d'elle-même et donc c'est ça qui explique qu'on a des phénomènes de réassociation quand on pratique l'EFT et comme on active le parasympathique, le vagal ventral, on calme aussi les personnes. Oui. Ça élargit la fenêtre de tolérance et après la personne peut accueillir du matériel qui avait été refoulé. Alors, je reviens sur une chose qu'on a déjà évoquée. D'autres partenariats avec d'autres pays sont-ils prévus? Eh bien, on espère, je vais répondre pour moi, on espère que oui, parce qu'on est tout à fait ouvert et disposé et qui plus est, le Sénégal, Dakar en particulier, est une excellente base de travail et où on peut enseigner l'EFT aussi à d'autres pays. Par exemple, on a une demande, de la part du Mali. La situation, elle est très houleuse, on va dire, pour pas dire pire et donc on peut très bien, à partir de Dakar, recevoir des gens du Mali ou d'autres pays pour les former à l'EFT et il y avait une question sur la durée aussi de formation. Nous, on est intervenus 4 jours seulement dans le cadre du master et en 4 jours, les gens sont opérationnels. Alors les Mhm. gens, ce sont des soignants, des spécialistes de la santé mentale, hein. Donc on n'a pas du tout, je me garde bien de ça, on n'a pas du tout la prétention de former des gens à la psychothérapie en 4 jours. On a des psychiatres, on a des psychologues et on les forme à l'EFT en 4 jours. Voilà et ils savent, au bout de 4 jours, traiter des traumas, en tout cas simples. Voilà. Et en France, la durée de la formation, on a pareil module 1, 2 jours, alors plus la plateforme, hein, mais le présentiel ou le présentiel à distance qu'on peut faire sur la plateforme Zoom, c'est 2 jours pour le module 1, 2 jours pour le module 2, 2 jours pour le module 3. Après, il y a d'autres formations et notamment une formation à nouveau, en 3 modules pour la prise en charge des traumas complexes. Mais par rapport à d'autres techniques, vous voyez que c'est vraiment relativement rapide. Alors je balaye encore, les autres questions. Les étudiants ou les soignants utilisent-ils l'EFT pour eux-mêmes?
notamment dans la gestion du stress professionnel ou du stress lié aux études? Les soignants, oui, ils utilisent l'EFT. Bon, étant donné qu'ils pratiquent, ils accompagnent des patients, ils le font en même temps. Et durant la formation, ils ont fait ce qu'on appelle l'épicure émotionnelle. Ça veut dire qu'ils sont partis eux-mêmes revisiter des propres événements de vie qui les ont marqués ou qu'ils pensent avoir réglés et de travailler dessus. Donc, ils ont essayé de faire ce travail sur eux-mêmes. Et en même temps, moi, comme je disais, hein, je ne sais pas ce que les autres font, mais je l'utilise vraiment sur moi-même. Par rapport à tout ce que je ressens, ça me permet vraiment de gérer pas mal de choses. Je suis en train de parcourir toutes les questions. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Il y a plusieurs personnes qui disent: «Ça me fait penser à l'EMDR». Bah, oui, c'est relativement proche. À la fois, au lieu de faire ça, on fait ça. On sait que dans l'EMDR, on utilise aussi du tapping, hein, pas de la même manière, mais c'est aussi on parle aussi de tapping. Il y a effectivement des choses qui se ressemblent. Le plan de ciblage, par exemple, et puis pour être clair, on a dans l'EFT repris aussi des techniques, notamment dans le ressourcement, qui viennent, le protocole de Leeds par exemple, ça vient directement de l'EMDR. Alors je continue et on a le lien de l'IREP, merci, Tine, qui a mis le lien de l'IREP dans le chat. Donc il y a plusieurs personnes aussi qui disent: «Bravo, l'Afrique est plus ouverte et en avance, sur l'Occident pour la psy énergétique». Bah oui, tout à fait, c'est clair. Il y a plusieurs questions. Alors est-ce que je ne sais plus si tu as répondu sur les douleurs chroniques, l'utilisation de l'EFT sur les douleurs chroniques? Les douleurs chroniques, oui, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. C'est une femme qui est suivie depuis plusieurs années pour les artères rhumatoïdes. À un moment donné, elle est venue me voir parce qu'elle avait aussi, enfin, euh, elle se fait suivre par une, je pense que c'est une micropsychanalyste. Je pense que c'est ça. Donc, depuis des années, à un moment donné, la personne qui la suivait a jugé nécessaire que c'était vraiment le moment de prendre des antidépresseurs. Donc, elle est venue, elle avait des poussées douloureuses par rapport à sa polyarthrite rhumatoïde. Moi, c'était tout à fait au début, hein, et sans que j'y croie tellement, je lui dis, mais écoutez, parce qu'en tant que psychiatre, on ne reçoit pas forcément ce genre de tableau. La personne arrive pour un autre problème, en même temps, elle a des poussées douloureuses. Je lui dis, Fepsi, où est-ce que vous ressentez le plus la douleur? C'est au niveau de mes pieds, à quel niveau près des orteils, et vous l'évaluez à combien sur une échelle de 0 à 10? Il me dit, je suis à 9. Quel est le type de douleur? C'est comme des poignards qu'on me plante dessus. Très bien, et qu'est-ce que ça vous fait vous dire de vous, que je ne vais jamais m'en sortir? Voilà, on a réuni tout ça et puis on a commencé à faire du tapping autour de ça. Et puis la personne, à la fin de la séance, elle était à 1 sur 10. Donc ça a fait rapidement baisser la douleur. Et c'est là qu'on a commencé à parler de ce qui s'est passé durant son enfance. Il y a eu plusieurs abus sexuels de la part d'oncles. Et donc, elle était l'aînée de la famille. Et sans compter qu'elle avait quelque chose qui lui arrivait tout le temps, c'est que quand elle partait au boulot, il y avait tout le temps des envies d'uriner, il y avait tout le temps des sortes de crises de diarrhée qui la prenaient. Et une fois les séances terminées, elle n'en a plus ressenti. Et donc, ça lui a fait énormément de bien. Voilà. Euh, Ça, c'est un exemple, par exemple, par rapport à des douleurs chroniques qui sont là, qui ont toujours été traitées par des médicaments, mais qui, grâce à l'EFT, qu'elle utilise tous les jours, elle se rend compte que vraiment, ça améliore sa qualité de vie. Il y a une personne qui demande comment faire pour, prendre rendez-vous avec toi, une séance, enfin ou plusieurs. Euh, je suis au niveau du service de psychiatrie de Fan, hein. Il faut se déplacer parce que moi, j'ai pas de site pour le moment pour que les gens puissent prendre rendez-vous, malheureusement. Voilà. Alors, bah, soit la personne peut se déplacer ou soit, c'est pas le cas, elle peut nous le mettre dans le chat, mais ça veut dire qu'il faudrait peut-être réfléchir à une manière de, par exemple, se greffer sur mon système à moi qui permet de prendre des rendez-vous et de faire des séances, en visio avec toi.
Oui, je fais beaucoup de séances en visio. Bah oui. Voilà. Et Natacha demande où est-ce que tu as été formé dans tes études médicales, vu que tu es très ouvert au psychocorporel. ben, j'ai été formé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Toutes mes études, j'ai enseigné à l'université. Je suis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai fait toutes mes études ici. Après, on est formé, mais on peut être ouvert à autre chose aussi. Surtout quand, par exemple, on se rend compte que on a besoin d'améliorer parce que les études, effectivement, ils jettent les bases. Mais si on veut aller de l'avant, il faut continuer à s'ouvrir à autre chose. Ça veut dire que nous validons tout ce que nous avons reçu comme enseignement, tout ce qu'on a reçu comme approche classique, mais on est en train de rajouter autre chose pour permettre vraiment à nos patients d'aller mieux. Frédéric pose une question en disant: «Est-ce qu'on peut imaginer que le pourcentage des personnes sensibles à l'EFT serait plus élevé en Afrique qu'en France?» Alors, moi perso, je vais vous répondre, heu, ce que montrent les études internationales sur un large panel de personnes, c'est que la taille d'effet de l'EFT est très, très importante. Ça veut dire que ça marche. J'entends vraiment le feedback, j'espère que c'est pas pareil chez tout le monde, mais j'entends mon écho dans ton micro, Namine. Bon, en tout cas, je vais faire des réponses courtes. Donc les études montrent qu'il y a c'est pas mieux dans tel ou tel pays, mais que globalement, on observe des tailles d'effets qui sont extrêmement importantes et que l'EFT marche aussi bien, enfin moi, je le vois dans ma patientèle, hein, ça marche aussi bien en France, qu'en Afrique. Ça marche bien dans tous les pays, en fait, et il y a plusieurs, groupes réunis au sein d'une association internationale qui s'appelle l'ASEP. C'est l'association qui réunit beaucoup de psychologues, psychiatres au niveau international, même si ce sont majoritairement des anglo-saxons. Et parmi cette association, il y a une division qui s'occupe de, des actions humanitaires et qui vont un peu dans tous les pays. Là, il y a par exemple un groupe qui est actif en Ukraine en ce moment et bien sûr ailleurs où il y en a besoin. Et les résultats du terrain montrent que finalement, même des praticiens qui n'ont pas forcément l'usage courant de la langue peuvent être efficaces. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est efficace dans l'EFT, c'est le tapping, plus que les paroles. Et même si des fois on entend dire que le tapping sert à rien, je ne sais pas sur quoi se basent les personnes qui annoncent ça, parce que effectivement, toutes les études, et on appelle ça des études de démantèlement, ça permet d'observer quel est l'ingrédient le plus efficace dans une thérapie. Et ce qu'on observe par rapport à l'EFT, c'est que c'est effectivement le tapping. Et c'est corroboré à ce que vous expliquait le professeur Fay, c'est-à-dire que en séance, quand vous avez quelqu'un qui est débordé d'émotions, la première chose qu'on fait, c'est qu'on stimule les points et qu'on n'a pas besoin de parler. On attend que ça se régule et ce qu'on observe, c'est que ça se régule très vite. Et quand on est en train de travailler sur un trauma, et il vous le disait tout à l'heure, c'est que des personnes ont l'habitude de parler de leur trauma. Mais si elles font que parler de leur trauma, bah, c'est toujours le même encodage émotionnel qui finalement est restocké. Donc là, ce qu'on observe, c'est qu'elles parlent de leur trauma, d'accord, si elles sont capables de rester dans la fenêtre de tolérance, et pendant qu'elles parlent de leur trauma, on stimule les points, donc on fait du tapping. Et c'est l'enchaînement des 15 points qu'on stimule en EFT, répété, qui vient reconfigurer l'encodage émotionnel du souvenir. En clair, le souvenir reste identique, j'ai vécu ça et ça a été très douloureux, mais l'émotion ressentie dans l'instant présent, elle change. L'émotion qu'on a ressentie dans le passé, on n'y touche pas puisque c'est passé. Voilà, j'ai eu peur, j'ai été terrorisé, j'ai pleuré, etc. Bah, ça reste comme c'est. C'est ma réaction dans l'instant présent qui se modifie. On appelle ça le mécanisme ou le phénomène de reconsolidation des mémoires, et c'est là où le tapping nous permet d'être vraiment très très efficace. Et toute la suite, toutes les explications, vous les retrouverez dans le webinaire du 9 février, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il nous reste 1 minute si on veut être raccord avec le timing qu'on avait donné. Donc, je vais te laisser le mot de la fin, cher professeur. Avec ton micro allumé, ça va être super.
Ben, merci beaucoup, Jean-Michel. Merci vraiment de nous avoir. Il faut dire que Jean-Michel est quelqu'un de très généreux. Donc, il n'a pas hésité. Moi, la première fois que j'ai assisté à sa formation, sans le connaître, hein, je lui ai dit, j'aimerais bien que vous veniez au Sénégal parce que je venais juste de monter le master. Il me dit, je viendrai. Et donc, sans tambour ni trompette, il est arrivé comme s'il était chez lui. Il a enseigné l'EFT, ça s'est très bien passé. Et je le remercie donc vraiment devant tous ceux qui nous écoutent. Et je dis que l'EFT a de l'avenir en Afrique, puisque ça ne requiert pas de moyens, on a juste besoin de ses doigts pour se sentir bien, s'auto-apaiser en dehors des séances. Et ça aide surtout qu'ici, l'accès des soins est difficile, les gens ne recourent pas toujours au psy pour se faire accompagner, mais quand ils découvrent ces méthodes, je pense que ça donne plus d'espoir. C'est vrai. Et ben, en tout cas, l'avenir, nous attend et il y a plein de choses à faire. Oui. Merci beaucoup, Lamine, pour, tout ce temps, que tu nous as consacré. Merci à toutes les auditeurs et les auditrices. Je crois qu'il y a plus d'auditrices que d'auditeurs, d'après ce que j'ai vu dans le chat. Merci vraiment et puis, à une prochaine. Au revoir. Au revoir.